Ouais, bonjour à tous et bienvenue donc pour la vidéo où on fait le point macro et technique sur ce qui s'est passé sur les marchés financiers et il s'est encore passé beaucoup de choses sur cette deuxième semaine de mois de juin avec l'introduction en bourse de SpaceX, la suite de ce qui s'est passé aux États-Unis et Iran. On approcherait d'un deal final, mais ça fait plusieurs fois qu'on nous promet un deal final, donc on balade les gens depuis un moment là-dessus. Euh, on va avoir, on a l'IPO donc de SpaceX qui est passé. On a une réunion de la Fed qui va arriver, la première avec Kevin Warsh, dans un environnement où l'inflation est toujours élevée, où la Banque centrale européenne, elle, a déjà relevé ses taux de 0,25% la semaine dernière, et un marché qui tente de récupérer après une correction qui avait commencé le vendredi 5 juin, correction assez violente quand même. On va voir au niveau de la volatilité, ça s'est accéléré avec les valeurs porteuses au niveau de l'IA, de la mémoire IA, semi-conducteurs, euh, qui sont des valeurs sur lesquelles il y a beaucoup de volatilité, là où il se passe des choses, mais avec une possibilité de créer du FOMO sur ces valeurs et des retours de bâton qui peuvent être assez costauds. Donc, c'est ça qu'on va voir ensemble aujourd'hui, de savoir comment se positionner par rapport à l'action de prix des derniers jours pour le reste du mois de juin et rentrer dans l'été. Donc, déjà, hop, je vais mettre ça là, ça va être mieux pour la suite. Hop, au niveau des news macro, je vais pas m'y attarder trop non plus, puisque, comme je vous dis, je vais pas faire des plans sur la comète euh, accord Iran-États-Unis, étant donné que ça peut changer d'un jour à l'autre. Trump a dit, et ça a fait rebondir les marchés jeudi soir, que là, ça y est, vraiment, un accord final allait être signé, même si ça allait être signé à distance, et que l'Iran était OK sur un certain nombre de choses, notamment libérer le détroit d'Ormuz, faire reprendre la circulation dans le détroit d'Ormuz, faire en sorte que au niveau de, ils allaient pouvoir discuter pendant 60 jours de la manière de traiter leur uranium enrichi pour le problème nucléaire iranien. Voilà, et donc on arrivait vers une sortie de conflit. Maintenant, les officiels iraniens ont répondu, ils n'ont pas nié le fait qu'il y a eu des progrès pour se diriger vers donc un accord, mais ils étaient évidemment beaucoup moins enthousiastes que Trump. Donc il faut démêler le vrai du faux dans tout ça et on peut encore être baladé pendant un temps, c'est ça la vérité. Donc on va pas se baser là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que la semaine prochaine, mercredi, le 17 juin, à 20 heures, heure française ici, vous avez la Banque centrale américaine, la Fed, qui prend une décision sur ses taux d'intérêt. Le consensus, c'est que les taux seront inchangés. Ok, ils vont rester à 3,75 dans un environnement où effectivement il y a de l'inflation, mais où il y a une pression de l'administration Trump euh, qui dit qu'il faut baisser les taux pour booster l'économie américaine à l'aube de l'ère de la grande productivité, de l'intelligence artificielle, etc., que l'inflation ne sera que transitoire. Vous connaissez à peu près la chanson maintenant, j'imagine. Il y a eu l'IPO de SpaceX et je vais y revenir après. Il y a une question de est-ce que ça pompe de la liquidité ailleurs sur le marché et ça va rendre la continuité de la hausse sur d'autres actifs plus compliqués et que SpaceX va en fait voler la vedette au reste. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir ensuite. Mais je peux déjà vous dire que, à la limite, on peut se poser la question sur le secteur de l'aérospatial précisément, mais au global sur le marché, je ne pense pas que ça aura vraiment cet effet-là. Et puis, il y a eu finalement, ça a été une journée, certes une bonne journée assez impressionnante lors de la première cotation de SpaceX, mais on n'a pas eu de drame dans un sens ou dans l'autre. On n'a pas eu une explosion haussière spectaculaire après on va dire, après l'introduction en bourse, et on n'a pas eu non plus, euh, finalement, on n'a pas eu non plus de crash. Ok. Et donc, je vais commencer sans attendre plutôt avec les graphiques. C'est là qu'on va pouvoir parler vraiment de ce qui se passe techniquement. Donc ici, comme d'habitude sur TradingView, unité de temps journalière, sauf si je change. Donc une bougie égale une journée de bourse avec le prix des actifs à la verticale, ça ne se change pas, et à l'horizontale, les dates. Ok, donc on a eu une purge sur le Nasdaq qui avait commencé vendredi dernier.
Ici, c'est cette journée-là, le vendredi 5 juin. Vous voyez qu'on partait sur les indicateurs RSI de manière très simple d'une petite divergence journalière, c'est-à-dire que le RSI a fait un plus bas par rapport au milieu du mois de mai et le prix lui faisait un plus haut. Donc on a peut-être tout simplement purgé une divergence daily avant de repartir dans un marché qui reste globalement dans un effet presque, on va dire, bulle intelligence artificielle, même si j'aime pas ça. Vous voyez que par rapport au rebond, je vais pas dézoomer 50 000 fois, hein, mais par rapport au rebond de fin mars, début avril, quand on y avait les premières rumeurs de cessez-le-feu, en fait, c'est la première fois qu'on a une correction un peu plus importante. Et j'ai gardé les retracements Fibonacci de bas en haut. Et vous voyez qu'on n'a même pas retracé le premier retracement Fibonacci assez majeur qui est 0,382 de retracement. Donc entre 38 et 40% de retracement quoi, du mouvement. On s'est arrêté un petit peu avant, j'ai marqué hein, ici, grosso modo. Donc le support daily qui nous intéresse maintenant à 28 230 points sur le Nasdaq. Sur jeudi et vendredi, mais c'est surtout jeudi, je vous disais, quand Trump a annoncé un draft final. On a finalement pour la première fois bien rebondi sur ce marché et on est revenu au-dessus des moyennes des EMA court terme que j'ai en jaune, violet et rouge. Enfin, rouge c'est à plus long terme, c'est 200, mais l'EMA 12 en jaune, l'EMA 26 en violet. Vous voyez que on commençait à repasser en dessous hein, depuis la journée du 5 juin, du vendredi 5 juin. Et là, on tend à les regagner et à clôturer finalement la semaine au-dessus, hein, avec une clôture journalière là au-dessus de l'EMA 12, ce qui est un premier signal encourageant. Ok. Mais il faut bien vous rendre compte, après je vais zoomer sur les journées, mais c'est assez fou quand même la volatilité qu'il y a pu avoir sur le Nasdaq, c'est quand même pas commun. Si je vous mets tout simplement, par exemple, la journée du vendredi 5 juin, déjà grosso modo, c'était une baisse de 5,20% sur le Nasdaq. Et dans la journée de mardi, du mardi 9, on a eu une forte baisse aussi, puis ensuite un rebond. Donc en fait, si vous voyez par rapport du plus haut au plus bas de la journée, c'est une journée avec une amplitude, pareil, de plus de 5,30%, ce qui est très rare sur le Nasdaq, avec des mouvements intraday qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Donc c'est assez notable. Donc là, voilà ce qui se passe. Si on regarde en hebdomadaire, si on regarde en hebdomadaire, on peut tout simplement avoir fait ce qu'on appelle un weekly bull flag sur le Nasdaq. Donc on a consolidé en weekly et derrière on va repartir. Vous voyez qu'on a à peine touché, mais on n'a pas vraiment touché le MA12 en weekly. Et là, on fait une semaine où on tente de rebondir. Tout n'est pas gagné encore pour les Bulls, puisque techniquement, je vais rentrer dans le détail, mais techniquement, je vais aller en 12 heures là. On est toujours sous le coup d'une tendance baissière en daily, puisque c'est le plus haut de la journée de mardi qu'il faudrait regagner précisément. Donc là, c'est pour vous donner des supports précis. Si je prends ici la ligne horizontale avec l'aimant pour avoir le niveau exact, c'est 29 848, mais dans les messages, dans des messages, je vous ai déjà parlé des 29 850. Donc c'est à peu près ça sur le Nasdaq qu'il faut aller reprendre. Et là, vous voyez bien de toute façon, au niveau graphique, que si on repasse au-dessus, on risque de retourner sur les records du Nasdaq et même plus haut. Donc le franchissement et idéalement une clôture journalière au-dessus de 29 850 sur Nasdaq nous permettra de dire qu'on peut être beau, encore plus confiant pour reprendre les longues. Ok. Et vous voyez, je vous ai mis en 12 heures parce qu'on a une figure qui peut paraître toute bête mais qui est classique de retournement épaule tête épaule inversée en 12 heures. En fait, là, on commence à rattaquer les EMA 12 et 26 sur cette unité de temps. Et donc, si je vous fais le schéma tout bêtement, je vais enlever l'élément, ouais. Donc, la première épaule, la tête ici, on revient proche de la résistance qui nous intéresse. Et finalement, on va former la deuxième épaule, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir un début de semaine qui ferait douter en retombant un peu. Et là, si les Bulls recréent un support, donc plus haut que le précédent, et vont réattaquer la résistance, c'est le schéma parfait que j'aimerais voir pour avoir confiance et se repositionner agressivement sur les valeurs tech en longue pour jouer un nouveau record sur le Nasdaq et la continuation des indices américains. Donc voilà en gros, hein, sans rentrer plus dans le détail, ce que j'aimerais voir sur le Nasdaq, sur la tech, pour se dire qu'on peut avoir confiance dans les longues. Si on regarde le S&P 500,
quoique le trading du a un petit peu de mal aujourd'hui, mais on va faire avec. Alors, vous voyez qu'on pourra avoir le même type de figure hein, de retournement, hein. Je vous remets ça en journalier pour vous donner un petit peu plus de distance sur le S&P 500, mais vous voyez, hein, il a un peu plus corrigé que le Nasdaq à un moment donné, mais il est aussi un peu moins volatile dans les phases de hausse ou des fois de baisse, mais c'est à peu près pareil, hein, et vous voyez. Ce qu'il y a, c'est que sur le S&P 500, c'est cette résistance du mardi 9 juin, 7491 qu'il faut euh, réussir à regagner. Et puis on est en bataille avec le MA12 Daily, vous voyez, sur le S&P 500, pour savoir si tous les secteurs vont vraiment se reprendre. Ce qui est intéressant de noter, c'est que IWM, qui est l'indice des small caps, eh ben lui, il est un peu mieux en fait que S&P 500 et Nasdaq. Vous voyez qu'il est vendredi, là, même si on a vendu sur la fin de séance, on est reparti vers des nouveaux plus hauts, en fait. Donc, le rebond est plus impressionnant que sur S&P 500 et Nasdaq. Ça veut dire qu'il y a un sentiment de risk-off qui, quand même, est toujours dominant sur le marché. Parce que les plus petites entreprises sont celles qui sont sensibles aussi potentiellement à la hausse des taux d'intérêt, à de la difficulté durable. Ça veut dire que les acteurs sont pas plus inquiets que ça pour l'instant. On verra, hein, bien sûr, ça peut changer avec le discours la semaine prochaine, comme je disais, de Kevin Warsh mercredi soir sur les taux. Mais là, pour l'instant, ils se disent que ça peut continuer. Donc ça, c'est très intéressant de voir que IWM, donc le Russell 2000, lui, a de l'avance sur les plus gros indices, S&P 500 et Nasdaq, et a fait ce vendredi un nouveau record. Donc plutôt un sentiment déjà qui peut pencher, quand on regarde tout, dans la probabilité pour avoir plutôt un risk on et donc être bullish. Si on regarde le ratio justement de IWM par rapport, donc c'est l'ETF, hein, mais IWM et small cap versus SPY qui est l'ETF du S&P 500, qu'est-ce qu'on va remarquer sur le ratio de chart? C'est que le ratio de chart, eh ben, lui, là, il commence à se retourner depuis un moment. Et que là, clairement, depuis le début de l'année, il veut prendre l'ascendant et aller plus haut. Ce qui veut dire que les small caps, jouer un peu plus offensif sur certaines valeurs individuelles peut être payant là dans un prochain temps. Et ça irait avec un marché qui finalement va se diriger progressivement vers un blow-off top où on va continuer en fait à avoir une tendance haussière sur les indices. Vous voyez bien que l'année 2025, c'était plutôt défensif. On était sur les plus grosses caps du S&P 500 et à côté, les small caps avaient plus de mal. Là, ce ratio s'est retourné depuis un moment sur IWM. Donc, on pourrait avoir un phénomène de risk-on qui vient profiter aux small caps davantage. Et ça assez prochainement. Donc voilà pour les indices. Je vous fais pas l'Europe parce que ça a un peu moins d'intérêt, c'est toujours un peu mou. En gros, c'est quand même un peu plus à la traîne par rapport aux États-Unis. Ça s'effondre pas, mais c'est plus à la traîne hein, par rapport à un S&P 500 ou un Nasdaq. On va plutôt passer à la crypto qui a toujours plus de mal, hein, qui tentait un rebond, mais qui peut ressembler toujours à un dead cat bounce, en tout cas sur Bitcoin. Vous voyez bien que on avait fait donc pareil ce vendredi 5 juin quand il y a eu la forte baisse sur les, les indices. Ça avait déjà commencé avant hein, sur Bitcoin, il avait donné le ton dès le début de la semaine. Et puis vendredi 5 juin, on est venu prendre la liquidité légèrement sous les 60 000 dollars, un niveau qu'on avait testé en février 2026. On rebondit, mais évidemment, voilà, comme je dis, on rebondit, on est en train de buter sur quoi? Sur le MA12 en daily, toujours dans un flux de tendance baissière sur Bitcoin. Donc ça peut être pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, ce qu'on appelle un bear flag en daily, donc juste une correction qui va renvoyer vers le bas. Pour moi, vraiment, Bitcoin, on verra si on se met en weekly. Il y a toute une zone quand même qui peut venir travailler maintenant sous les 60 et entre 50 et 60. Ce qu'on avait touché, ça remonte à loin à l'été 2024 avec une mèche qui avait testé légèrement sous les 50 000 dollars le jour du carry trade début août 2024. Donc sur Bitcoin, en fait, moi, ce que j'aimerais voir, et je vous le fais grosso modo à main levée, c'est, là, vous voyez, on est sur, du coup, en hebdomadaire, hein, avec le RSI. On peut toujours faire une divergence encore par rapport au flush de début février et aller chercher, faire peur, aller chercher vers peut-être 55. Après, honnêtement, à 1000 dollars près, j'en ai aucune idée, mais venir dans cette zone entre les plus bas, des environs de 60 000,
et la mèche de 2024 que je vous montrais à autour de 50 000, aller chercher là-dedans de la liquidité pour cette fois faire un rebond un peu plus important, qui sera un rebond peut-être weekly, daily, et puis bon, après, on verra si Bitcoin est capable d'inverser sa tendance. Mais pas de panique pour l'instant, parce que Bitcoin est clairement dans une tendance baissière. Il y a un désintérêt global pour la crypto, hein. Donc, que ce soit sur les autres valeurs qui, à part quelques exceptions, ne se portent pas très bien non plus. Donc là, bon, je l'ai fait à main levée en hebdo, et je vous remontre l'idée en daily ici. Donc derrière, on va aller chercher. Voilà, je suis allé un peu trop bas, mais on va aller chercher vers 55, ok? Et derrière, on remonte. Et là, est-ce que de nouveau, on échoue comme on a échoué ici au-dessus de 80, et donc on fait un daily lower high, et puis on continue la tendance baissière, et ce sera de plus en plus inquiétant pour Bitcoin, si vous voulez, derrière. Ou est-ce que là, enfin, les acheteurs réagissent et arrivent à retourner la tendance? Eh bien, c'est ce qu'on verra à ce moment-là, et c'est ce qui fera le fait qu'on se mettra à retrader plutôt en long Bitcoin, en intraday, ou alors est-ce que dans les portefeuilles d'investissement, on le garde, on le renforce, ou est-ce qu'on le sort définitivement parce qu'on se rend compte qu'il est plus du tout dans la hype. Donc c'est ça qu'il faudra voir, hein, si vous voulez, sur Bitcoin prochainement. Là, je peux me tromper, mais je pense que les probabilités sont quand même plus fortes qu'on aille refaire un petit tour à un sous 60 prochainement, parce que certes, il y a eu un peu un rebond, parce qu'on avait beaucoup baissé, et le rebond n'est pas très impressionnant non plus, hein, pour l'instant, hein, malheureusement pour les fans de la crypto. Mais dans un second temps, peut-être dans le deuxième semestre 2026, et ça correspondrait au cycle de 4 ans de Bitcoin, peut-être que là, on aura eu beaucoup d'argent qui se sera déversé sur les actions, hein, comme vous savez, je vais y revenir après, intelligence artificielle, semi-conducteurs, etc. Et en fait, on aura de la rotation. Bitcoin, pour X ou Y raison fondamentale, des gens trouveront toujours, hein, des prétextes fondamentaux, mais au bout d'un moment, ce sera le moment pour que le capital fasse la rotation, les prises de profit s'effectuent sur les actions traditionnelles et se redéversent à nouveau sur la crypto ou sur Bitcoin. Second semestre 2026, ça correspondrait au cycle de 4 ans, comme je le disais sur Bitcoin. Et là, ça pourrait être intéressant, du coup, en ayant acheté du Bitcoin à plus de 50% en dessous, je rappelle, de son record historique. Donc, si je me remets en hebdomadaire sur Bitcoin, finir, vous voyez bien que bah, on vient des 125 000 dollars et que bah, là, même un enfant de 8 ans pourra vous dire qu'en hebdomadaire, on est plutôt sur des plus hauts et une succession de plus hauts et de plus bas, de plus en plus bas. Donc une tendance baissière jusqu'à preuve du contraire. Les métaux précieux, c'est un peu la même chose. Je vais vous parler du gold ici parce que j'avais tracé ce biseau descendant qui a cassé par le bas. Et on est venu prendre la liquidité sous la journée du 23 mars 2026. Donc pareil, il y a eu un désintérêt sur les métaux précieux depuis la phase de frénésie de l'automne dernier et début de cette année. Là, ça commence à refroidir largement. Donc le niveau des 4100 dollars, on est passé en dessous, on a une première réaction. C'est un peu trop tôt déjà pour se repositionner fortement sur le gold. Il pourrait y avoir une prise un petit peu en dessous, là, aller chercher sous les 4000. Mais bon, à voir. Si déjà on réintègre ce biseau et qu'on commence à le maintenir, moi je vous dirais qu'on peut peut-être re-rentrer plus fortement sur les métaux précieux, hein. C'est ce qu'il faudra voir. On a commencé à être survendu en journalier, hein, c'est pas si fréquent sur l'or. Et si on se met pareil en prenant beaucoup de recul en hebdomadaire, bon, on a cassé les EMA d'eau, hein, ça c'est clair, on passe plutôt en tendance baissière, mais vous voyez bien que on était tellement monté en 2024, fin 2024 et début 2025, qu'on a de la place pour faire un weekly higher low, donc un point bas hebdo qui est plus haut que de là où on part, hein, si je dézoome largement, vous voyez, et d'aller peut-être chercher, je vous disais, idéalement sous les 4000, entre 3500 et 4000. Donc c'est un peu difficile, il faudra se positionner peut-être progressivement à l'achat, donc quelque chose comme ça, pour aller chercher dans la zone. Et après, on aura formé notre weekly higher low, et derrière, on pourra repartir, commencer à regagner des niveaux, et là, ça aura été intéressant de se repositionner
sur l'or, d'accord? C'est la même chose pour l'argent. J'ai pas le temps dans cette vidéo de tout vous faire à chaque fois. J'alternerai entre les différentes vidéos. Et c'est à peu près la même chose avec plus de volatilité sur l'argent. C'est la même idée. Il commence à être sur des niveaux, on pourrait aller le rechercher. Je vous montre plutôt le cuivre qui, lui, est dans une disposition différente, puisque le cuivre, on le joue comme avant tout là. Une commodities industrielle qui sert pour les connectivités et le matériel pour l'intelligence artificielle. Donc là, on est à un cuivre qui, malgré les phases de baisse sur le marché, c'est plutôt bien tenu. Et là, vous voyez qu'en hebdo, c'est une belle tendance haussière. On ride les EMA, EMA 12 ou 26. On avait eu un petit coup de chaud au mois de mars, mais là, ça repart. Et vous voyez que le pic momentané qu'on avait eu, pareil, en janvier, vers les 6,50 pour arrondir sur le prix du cuivre sur les contrats à terme, ben, on est en train de les retester. Et petit à petit, bon, on est en train de consolider dans cette zone pour aller s'extraire vers des records sur les contrats à terme cuivre. Donc c'est quelque chose d'intéressant qui nous montre que on n'est pas dans une optique de récession, hein, et que on sent qu'il va y avoir des goulets d'étranglement et des pénuries de cuivre pour alimenter sûrement les connectivités dans les data centers pour l'intelligence artificielle. Donc très intéressant à surveiller comme commodities. Et puis sur le pétrole, puisque je vous ai dit que je faisais avant les matières premières, bon bah voilà, vous voyez aussi en hebdo, en prenant du recul, que on joue, on joue la détente. Alors bien entendu, il faudra retourner ici sur le niveau des 79 $, sur le WTI pour se dire que vraiment on termine cette séquence iranienne et du coup ça fera retomber le prix vers carrément vers les 70 $, hein, c'est-à-dire avant le début du pic de début mars quand il y a eu la guerre en Iran. Ok, on aurait juste un pic momentané très rapide et violent à 120. On consolide un peu, on hésite, on casse les figures, on repart en dessous. Et voilà. C'est plutôt ça qui est en train de se dessiner sur le pétrole. Et on vérifiera bien sûr ce niveau des 79-80 $ sur le WTI. Ce sera un niveau supplémentaire. Si c'est cassé par le bas là sur le pétrole et que je vous montrais tout à l'heure, on imbrique toutes les pièces du puzzle souvent, comme je vous dis. IWM, il est sur ses records. Il commence à être même le ratio IWM-SPY commence à être plus fort. On a un discours de Kevin Warsh à la Fed où il arrondit les angles. Il est pas très, comment dire, il fait pas paniquer les marchés en disant on va monter les taux. Là, la situation est hors de contrôle. Il est plutôt accommodant où il arrive à rassurer les marchés. Et en même temps, on a un pétrole qui lui continue de descendre. On a différents éléments de risque on qui se mettent en place en disant qu'on peut revenir plus agressivement sur le marché, commencer à aller racheter certaines valeurs, les secteurs qui ont bien marché, voir s'il y a de la rotation qui se fait au global sur le marché. Ok? C'est comme ça qu'on fonctionne petit à petit, pas besoin d'avoir des trucs ou des indicateurs sortis de je ne sais où quand on veut faire du multi-actif comme ça. Donc justement sur les secteurs, SMH que je vous montre souvent, puisque en ce moment, bah voilà, hein, l'indice des semi-conducteurs, énorme hausse depuis fin mars. Petit coup de sang, hein, donc la semaine dernière et à partir du vendredi 5. Mais voyez comment lui, comparé au Nasdaq, il est déjà repassé au-dessus de sa résistance du mardi 9 juin. Donc le secteur le plus hypé, IA semi-conducteur, hein, c'est ce qu'on a dans cette ETF SMH, avec plusieurs valeurs à l'intérieur, nous dit, moi je suis déjà plus très loin de mes records. Ça a été violent, il y a de la volatilité, mais ça fait partie de la chose. Et derrière, en fait, on se rend compte que si on se repositionne, eh ben, il n'y a pas non plus, pour l'instant, ce chart, même en daily, il reste sain. On avait perdu très momentanément les moyennes mobiles, EMA, mais même la 26, on n'est jamais, l'EMA 26, comme vous voyez, il y a eu une mèche le mardi 9 juin, mais on n'est jamais vraiment repassé en dessous. Ça nous fait quand même, effectivement, des baisses de bas en haut depuis le record, ça nous fait plus de 13% de baisse à un moment donné sur cet ETF des semi-conducteurs, mais on a déjà rebondi. On a déjà rebondi de plus de 11%. Et au moment où on a clôturé vendredi, je le fais, je suis pas à 0,1 près hein, sur les pourcentages, ok? C'est pour vous illustrer là. Mais on n'est plus qu'à 3,5% du record. Donc, ça pourrait très bien continuer. Si je vous mets, je vais naviguer entre les secteurs, mais
Je vais vous mettre les valeurs individuelles. Qu'est-ce qui porte? Qu'est-ce qui peut porter l'ETF des semi-conducteurs? Bah, des pure players de ceux qui fabriquent les puces. Ok, il y a Nvidia, il y a aussi Intel, très en forme en ce moment. Regardez Intel. En fait, Intel récemment, il a énormément monté, ça évidemment, hein, de 50 dollars à 130. Puis en fait, au mois de mai, là, il consolide, ça commence à être une figure de consolidation saine qui fait qu'on pourrait continuer une vague de hausse. Maintenant, on a nos pivots, certes, il y a beaucoup de volatilité, mais en gros, tout ce qui va être les 100 dollars maintenant sur Intel, c'est the line in the sand, la ligne dans le sable. Faut pas repasser en dessous. Tant qu'on se maintient au-dessus des 100 dollars, on peut se dire on garde du Intel et les semi-conducteurs, ça va bien fonctionner. Ok? Qu'est-ce qui marche bien aussi? La mémoire pour l'intelligence artificielle et qui alimente SMH. On a corrigé sur Micron, mais on commence à faire quelque chose de type pareil, bull flag en daily, d'accord, pour pouvoir repartir. SanDisk encore plus fort. SanDisk, lui, il est sur ses records. Il a fait le super rebond jeudi et vendredi 12 juin, il a confirmé en allant vers le niveau des 2000 dollars. C'est super fort pour l'instant. Il y a pas de signaux. On a fait un back et on repart. Les autres secteurs, donc là, je vous ai parlé de SMH, ça va toujours bien sur les semi-conducteurs. Vous regardez plus précisément la mémoire, énormément de volatilité. Là, j'avais mis des Fibo, hein, pareil, on est presque revenu un peu à l'image du Nasdaq sur les 38,2 de retracement Fibo, et on repart. Alors ça vous fait énormément de volatilité, il faut adapter votre sizing, mais voilà, sur ce nouvel ETF qui regroupe les valeurs de la mémoire, on prend, c'est encore plus dur qu'à SMH, on perd 20%, quoi. On perd 20%. Sauf que le rebond, il est impressionnant aussi. Depuis les plus bas de vendredi 5 juin et donc de mardi, c'était quand mardi, c'était le 9, si je fais à peu près. Regardez, on rebondit de 16%, 17%. Ok? Donc les acheteurs sont toujours là. Il n'y a pas une panique totale de sauf qui peut, etc. Sur les autres valeurs, alors regardez par contre les gros, les Max 7, ça corrige davantage. Donc vous voyez où se dirige l'argent? Il se dirige vraiment sur les pure players de l'IA, ceux qui fabriquent la mémoire, les semi-conducteurs, des infrastructures, de la connectivité, l'énergie, les Apple, les Facebook, enfin Meta maintenant et compagnie, hein, vous savez, les Magnificent Seven, c'est plus lourd. On sait que ce sont eux qui investissent beaucoup là aussi en termes d'intelligence artificielle, ils sont en train de bouffer de leur trésorerie. Donc, les acteurs de marché se disent que pour l'instant, en attendant d'y voir plus clair, c'est peut-être pas là où il y aura le plus de bénéfices à se faire à court et moyen terme. Donc, ça corrige plus fortement. On avait tenté de s'extraire au-dessus des plus hauts de fin 2025, début 2026. Et là, en fait, on vient corriger. Alors, effectivement, même en daily, ça peut naître qu'un higher low daily, hein, tout à fait, par rapport au rebond de fin mars avant de reprendre. Mais c'est plus lourd sur les Magnificent Seven. Si vous regardez les valeurs de l'uranium, c'est plus dur aussi. Ce sont des secteurs plus en anticipation, plus spéculatifs. On sait que l'énergie et l'énergie nucléaire pourraient servir, mais on se pose encore des questions. On est en train de travailler des zones basses qui avaient déjà été travaillées à la fin de l'année dernière. Faut voir. En tout cas, maintenant, il ne faut pas que les Bulls perdent sur cet ETF de l'uranium URA, il ne faut pas que les Bulls perdent 42,30. Ok? Sinon, ça devient un peu plus critique. Donc, cette semaine, ça va être intéressant de surveiller les rebonds sur ce type de valeur. D'accord? Les softwares aussi, la rotation a duré un temps. Ok? Cette fois, il y en a, certains vous avez dit, jouer temporairement le rebond des logiciels. Donc, il y a eu. Et puis derrière, vous voyez que tout de suite, on se dit, bon, bah, la monnaie a fait la rotation dans les logiciels et là, tout de suite, c'est revendu. Et qu'est-ce qui regagne? Parce que je les ai montrés tout à l'heure, hein, les semi-conducteurs, les valeurs de la mémoire, etc. Ok? Donc voilà sur les secteurs, ce qu'on peut dire. En tout cas, on a un effet de rotation. Regardez par exemple, enfin un effet de rotation qui est rapide mais on voit jamais de l'argent qui sort complètement, à part on l'a vu un peu sur le jour de panique, mais ça arrive forcément comme le vendredi 5 juin, mais on n'a pas une fuite vers uniquement du cash et tous les secteurs du marché qui sont vendus dans des journées de panique absolue où tout crache en même temps. On voit pas ça. Donc pour moi,
on n'est pas encore dans une dynamique où on peut dire le crash a commencé, quoi. Voilà. Regardez le secteur des financières. Lui, il a l'air de vouloir de faire son retournement. Déjà, on est repassé au-dessus de 52,23. Et là, il y avait eu un point haut intéressant en avril 2026, ce qui était à 53,20. Et là, on tend vendredi à dire, ah, on va peut-être faire de la rotation plutôt sur les financières. XLF, l'ETF des financières. L'autre gros dans le S&P 500, XLV pour la santé. Ok? Là, c'est pareil. Bon, là, on consolide un petit peu plus, mais pareil, on a attendu à repasser au-dessus du pivot qui était à 150 sur cet ETF et à commencer à se rapprocher des, des records de début d'année. Ok? Donc, vous voyez, il y a de la rotation qui peut se faire et qui peut continuer à alimenter la hausse du marché, globalement du S&P 500, si on a de la rotation intersectorielle comme ça. Ok? Donc les valeurs individuelles, je vous ai parlé de Micron, vous voyez que c'est toujours solide. Je vous ai parlé de SanDisk qui est en all-time high. Ok. Maintenant, on a certaines valeurs spéculatives. On va voir, ça a plus de mal. Est-ce que on a vraiment de l'argent qui va se redéployer vers les small caps, comme tend à le montrer l'ETF IWM que je vous ai montré du, du, du Russell 2000? On va voir. MP Material, qui est une valeur typique des terres rares, bah, il a tendance à consolider et à pas vraiment remonter vers ses plus hauts pour l'instant. Il avait fait un pic en octobre 2025, 100 dollars, on va arrondir, et vous voyez que les dernières tentatives début mai et début juin là, de tenter de passer au-dessus de 70 dollars et de breaker à la hausse ont été invalidées. Ok? Donc maintenant, on va voir si on arrive à maintenir ces supports autour de 52, 55 sur MP Material et commencer à rechallenger à nouveau les 70 dollars. Là, ça voudrait dire sur des secteurs spéculatifs mais stratégiques comme les terres rares, on est en train aussi de réinjecter de l'argent et l'ensemble du marché va être risk on. Ok? Je vous ai parlé rapidement de l'uranium. Donc sur les valeurs individuelles, c'est pareil. Cette semaine, on a eu de la vente sur CCJ qui est un gros acteur alors qu'il tentait de se reprendre au début du mois de juin. Donc là, c'est un peu raté. Ça peut être une prise de liquidité sous les 100 hein, qu'on fait, mais dans ce cas-là, moi je veux vite voir le prix revenir au-dessus de l'EMA12 en, en journalier là. Ok? Donc qui est pour l'instant à 104,92 que vous voyez ici. Je vais surveiller cette semaine si sur des valeurs comme CCJ, on est capable de retrouver vite une dynamique haussière. Sinon, il faudra temporairement patienter sur les valeurs de l'uranium. Sur le quantique, c'est pareil. Ça a été un petit peu plus dur, mais sur des valeurs, des pure players du quantique, comme EONQ, pas de panique spécifique depuis qu'on a commencé à vraiment reformer depuis la mi-avril, qu'on a commencé à rebondir. On vient de 30 dollars. Hein. Donc, on fait ça jusqu'à 72. Si on prend encore une fois le pourcentage dans le rebond, c'est assez impressionnant. C'était un rebond de 160%. Là, on peut très simplement faire une correction daily. Et je vous ai tracé en jaune aussi là une ligne de tendance hein, par rapport au dernier point bas. On peut très bien, comme ça, commencer à consolider en diagonale avant de se rediriger vers les plus hauts historiques qui étaient en octobre 2025 à plus de 80 dollars sur IONQ. Ok? Donc c'est pareil pour le quantique. On a des gros acteurs comme IBM sur les news de Trump qui étaient partis un peu, on va dire, vertical et qui corrigent au prorata de ce qu'ils avaient fait. Mais ils sont en train de revenir sur des niveaux pivots qui vont être intéressants, voir si on les tient pour construire une vraie tendance haussière. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer sur le cloud computing? Regardez, c'est un peu la même chose. On consolide. Il n'y a pas de panique non plus sur des gros acteurs comme ARN ou NBIS. C'est du daily bull flag. Ok? Donc SpaceX, pour ceux qui sont intéressés, là je vais me mettre, il y a eu 15 jours, donc vous voyez, hein, je vais me mettre en 5 minutes pour vous montrer que c'était une journée finalement pas forcément des plus surprenantes. L'IPO devait coter au départ, le prix d'introduction devait être 135 dollars. Hein. Face à la hype, on a commencé à ouvrir dès 150, hein, pour vous dire. Donc en fait, c'est pour ça que vous voyez, vous entendez SpaceX a gagné tant sur tel jour, et sur la cotation publique, tout n'était pas encore possible. Hein. Donc regardez, si on joue le jeu à se positionner à 135 dollars, ok? Sur la clôture,
où on s'était vraiment arrêté vendredi, ça fait 23% de hausse, d'accord? En fait, sur la cotation publique, puisqu'on a direct coté à 150, ça fait une journée à plus 11, ok? Et qu'est-ce qu'on voit? On a commencé, on a raidé d'abord finalement le MA 5 minutes, on a touché un point haut à 175, et en fait, on fait une première consolidation. Moi, je pense que il peut y avoir plusieurs jours où ça va bien tenir SpaceX et après, il faudra quand même faire attention parce qu'avec une valorisation d'entrée de jeu autour de 2000 milliards, surtout si vous en aviez d'une certaine manière, ça commence à monter déjà, de s'apprécier sur plusieurs séances. Vous faites le point et depuis qu'on a commencé, ça a repris encore 30-40%. Il faut prendre ses profits. Et après, on n'a pas d'historique du chart sur SpaceX, donc j'ai pas envie de vous débattre là-dessus 150 ans. On verra. Ça pourra très bien retourner, redescendre sur le prix d'introduction de l'IPO. On pourrait très bien redescendre plus bas, comme d'habitude, pour peut-être sanctionner ceux qui auront été impatients. Et puis on surveillera, mais ça c'est plus tard. Il y a les périodes de déblocage d'actions, bah, des fonds qui ont investi à l'avance quand c'était en marché privé, en private equity sur SpaceX. Il y a des employés historiques qui ont beaucoup d'actions, mais ces gens-là ont des périodes qu'on appelle de lock-up, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vendre pendant des fois plusieurs mois. Faudra regarder ça dans le détail. Certains c'est 6 mois, d'autres c'est 12 mois, etc. Ok? Donc ces gens-là, attention à pas non plus paniquer pour rien. Ces gens-là ne peuvent pas vendre tout de suite dès les premières heures où c'est coté sur le marché. Ce sont des mécanismes comme ça. Mais il faudra bien sûr garder ce calendrier euh, en tête. Ok, voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous dire pour être un peu moins long ce week-end. Donc retenez, il y a la Fed mercredi qui fera encore bouger les marchés. Il faudra être attentif sur la volatilité. Jusqu'à preuve du contraire, on a encore besoin, si on reprend sur Nasdaq, on a besoin d'une petite confirmation supplémentaire pour passer au-dessus de 29 850 pour se dire qu'on va se rediriger, que tout le marché va continuer à remonter. Même chose pour le S&P 500. Sur les cryptos, on reste pour l'instant encore, en tout cas pour ma part, assez prudent parce que on n'a pas de force acheteuse encore suffisante pour se dire qu'il faut être sur ce marché, mais peut-être au deuxième semestre 2026, on aura une rotation intéressante à faire en se positionnant sur ce secteur s'il nous montre des signes un minimum de renaissance. Et donc voilà, un Bitcoin, j'en parlais, voilà le graphique. Et sur les métaux précieux aussi, peut-être, si je reprends l'or, il est peut-être temps de commencer à revenir aussi doucement dessus, si on voit que ça commence à ralentir avec la hype sur l'intelligence artificielle, mais pour l'instant, ça reste toujours fort. Ce sont les grands champions depuis le début de l'année qui continuent à porter le marché, donc il ne faut pas non plus chercher à être contrariant trop vite. Voilà, bonne fin de week-end à tous et on se retrouve très vite la semaine prochaine pour d'autres opérations à faire sur le marché. Merci.